Radiopirate.com. On fait ça de temps en temps, et on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on fait un bout avec le prof Caron pour Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live, les deux. Juste une fois par semaine, genre. Donc, quand on a un invité, le fun, je sais qu'on va faire... Yann Sénéchal, des fois, on fait les deux qui sont à part, mais c'est des fois intéressant de mélanger les deux. Donc, ça nous fait plaisir de vous offrir pour les... Ah, il n'aime pas ça qu'on dit ça, les pirates cheap. Mais regarde, les pirates, les autres pirates, tiens, on va y aller avec quelque chose de moins... qui leur fait moins mal un peu. Mais non, c'est une joke. Pirate cheap, je trouve ça le fun. Mais c'est juste que là, on vous offre aujourd'hui le prof Caron qui est toujours dans son... Est-ce que j'ai vu qu'il faisait froid par chez vous, prof? Raconte un peu comment ça se passe. Ouais, la semaine passée, pendant à peu près 3-4 jours, là, le ressenti est tombé aux alentours de moins 40, moins 45. Oh Mais là, on est revenu à, à du moins 15, moins 20. Là. Mais ça, c'est des températures qui sont normales ici au mois de janvier. Là. OK. Prof Caron est professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. Vous devez le suivre, toujours bien intéressant sur Twitter. Et ce qu'on fait sur Radio Pirate Prime, on va jaser avec le prof pas mal plus longtemps sur Prime, mais pour Prime et Live, je veux qu'on fasse un genre de bilan de 2022. À savoir quelles ont été les affaires exceptionnelles qu'on a eues, quels ont été les couillons de la patente, les poches de l'année, puis peut-être aussi quelques petites projections sur ce qui s'en vient. J'ai hâte de t'entendre là-dessus sur ta revue de l'année. Vas-y donc avec... commençons par les trophées, commençons par les plus solides, puis descendons tranquillement vers la médiocrité. Ouais, ben, je vais commencer par mon homme de l'année. Pour moi, c'est Elon Musk qui aurait dû remporter le prix. Le Times Magazine nomme toujours un homme de l'année. C'était pas lui, mais ça aurait dû être lui. Pour la simple et bonne raison qu'il contribue à faire éclater un grand mal dans les sociétés occidentales, qui est en fait l'unanimisme des politiciens puis des journalistes. Une espèce de convergence qui détruit la démocratie puis qui en vient aussi à créer une intolérance envers certaines idées. Et on voit aussi depuis quelques semaines, il expose là, la relation entre ces deux sphères-là, là, du monde politique puis du monde journalistique, qui est en fait une relation d'amant, qui a exposé au grand jour les liens entre Twitter puis le Parti démocrate aux États-Unis, le dossier d'Hunter Biden, puis bien d'autres. Donc, certains n'avaient pas encore allumé sur ce qui se passait, mais Musk, en exposant la couchette entre les médias et les politiciens, de gauche, là, évidemment, il va contribuer à réveiller encore plus de gens qui vont dorénavant se montrer beaucoup plus critiques et sceptiques. Puis ça, dans une démocratie, là, c'est fondamental. On dit là, que le pire défaut d'une démocratie, c'est l'unanimité. Puis c'est ce qu'on a vu en Occident, mais tu as un point extrêmement important. Années. Prof, tu as un point important parce que on a parlé la semaine passée pour les humoristes, puis j'essaie de comprendre comment ça que cette gang-là veut absolument juste s'occuper d'un côté. Moi, mon feeling, c'est que si tu es bright, tu veux prendre la place où il n'y a personne. Je veux dire, si, mettons, j'arrive, je suis journaliste, je regarde les idées qui sont défendues, je me dis, regardons, il y a 150 personnes dans ce coin-là, puis il y en a 0 dans l'autre coin. Donc, si je veux faire ma place, comme, mettons, journaliste, parce que souvent, quand tu arrives à 20, 21 ans, 22 ans, tu sais pas vraiment ce que t'es. Es-tu de gauche? Es-tu de droite? Es-tu avec tel parti ou pas? T'es pas mal plus là pour te faire du fun puis savoir c'est où la place où ce que je peux me faire du fun. Mais là, tu t'en vas dans une gang qui est bien établie, qui liche le derrière de tout le temps la même gang, puis dans l'autre gang, il n'y a pas un chat. Il me semble que, naturellement, il devrait y avoir une balance. Ou les humoristes, la même chose. Il devrait y avoir une balance. Mais là, puis c'est pas juste au Québec en passant, là, c'est la grandeur du globe, cette affaire-là. Le journalisme, c'est une honte, prof. C'est une honte. C'est devenu des relationnistes de presse, des politiciens, là. Mais le problème, ce qui est peut-être... Il y a plus de concurrence, il y a plus de diversité aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus de vrais réseaux privés.
Tandis qu'au Québec, on en a déjà parlé, on le sait que depuis les dernières années, les salaires de beaucoup de journalistes sont subventionnés en partie par des subventions gouvernementales. Fait que ça, inévitablement, là, ça crée une relation où le journaliste peut plus se permettre de critiquer la main qui le nourrit. Donc, on est loin, là, tu sais, j'en parlais dans un de mes billets il y a quelques mois. On a célébré l'année dernière le 50e anniversaire du scandale du Watergate. Ça, c'était 2 journalistes du Washington Post, Bernstein puis Woodward, qui ont fouillé puis qui ont exposé la corruption de Richard Nixon. C'est à ce moment-là qu'on a parlé des journalistes comme étant le 4e pouvoir, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, puis le monde journalistique, qui jouait un rôle de contrepoids, de surveillance constante des politiciens pour faire en sorte qu'ils n'étaient pas corrompus, qu'ils avaient à cœur l'intérêt général. 50 ans plus tard, là, le journalisme, c'est plus le 4e pouvoir, là. C'est devenu des attachés de presse, des journalistes. Puis à l'époque où tu étais à Radio X, je me souviens, c'était Legault. Il y avait un journaliste qui avait posé une question à Legault lors de la pandémie. Puis sa réaction avait été là, ouais, vous autres, vous êtes critiques, hein? Vous nous aimez pas, là. Puis quelques mois plus tard, le gouvernement annonçait, puis la Ville de Québec aussi annonçait qu'il arrêtait d'acheter des publicités à Radio X. Donc, si tu es un média qui dépend en grande partie des subventions gouvernementales, puis tu te fais dire, dans ce cas-là, c'était ouvertement, là, tu te fais dire, si tu joues pas à game, on va te couper les vives. Ben, les médias, là, ils veulent survivre, hein. Donc, ils se mettent la tête dans le sable, ils baissent les culottes, puis ils fournissent eux-mêmes la vaseline, là. C'est exactement ça qui s'est passé au Québec, c'est ce qui se passe au Canada. C'est malheureux, on peut plus se fier sur Et, les journalistes. Et là, heureusement, on a des gens comme Musk qui libéralisent la pensée sur Twitter. Et puis ça fait du bien. Les gens peuvent enfin avoir accès à une autre perspective, l'envers de la médaille. Puis les gens ne sont pas cons, là. Ils sont capables de se faire leur propre idée, mais pour se faire leur propre idée, ils doivent au moins avoir accès aux 2 côtés de la médaille. Puis ça, Musk rend un énorme service aux gens en offrant cet envers de la médaille-là. Puis je pense que c'est important aussi de le rappeler, là, Musk ne fait pas ça avec l'argent des autres, là, mais avec ses propres billes. Fait que chapeau l'artiste. Puis contrairement à d'autres là, qui se permettent de gagner une notoriété grâce à l'argent puis aux bombes et aux missiles des autres, là, pour ne pas le nommer l'autre homme de l'année selon le Times Magazine. Mais oui, ce qui est drôle, effectivement. c'est que Musk était l'homme de l'année en 2021. Ben, la personnalité de l'année. Là. Oui, parce que c'était un bon incroyable. gars à l'époque. Là, Oui, à l'époque, c'était un très bon gars. C'est ça. Mais là, c'est devenu le diable incarné. Là. Je veux dire, tu peux pas incroyable. passer là, d'une année à l'autre là, de sauveur de l'humanité au pire crosseur, au pire danger pour le système démocratique là, qu'on n'a pas connu depuis Hitler. Là. C'est ça aussi le problème avec les journalistes, puis ils s'en rendent pas compte, c'est qu'ils font tellement dans l'enflure verbale puis l'exagération, de plus en plus de gens qui réalisent que c'est devenu des militants là, qui ont un message à faire passer. Puis en fait, leur message, c'est triste, c'est très basique, c'est de continuer à survivre, continuer à engranger les subventions gouvernementales parce qu'ils savent que s'ils commencent à se montrer le moindrement critique, ben, le gouvernement va leur couper les vives. Puis ça veut dire des mises à pied. Tu sais, l'être humain, l'homme, là, avec un grand H, là, est très facile à comprendre. Il se préoccupe d'abord et avant tout de ses propres intérêts personnels. Tout ce qui dépasse là, ses intérêts personnels, l'intérêt général, là, c'est facultatif. Là. C'est pas difficile de comprendre la nature humaine. Là. Il suffit de regarder à gauche et à droite comment les gens se comportent. Puis les journalistes sont pas plus nobles que n'importe qui d'entre nous. Là. J'ai vu, d'ailleurs, parlant des menaces à peine voilées du premier ministre, c'est arrivé encore juste avant Noël. Il y a eu un genre de get-together de journalistes de Québécois, TVA et tout ça, qui étaient ensemble. Mario Dumont, puis oui. Exact. Et là, il est en train de dire, et ça, c'est drôle, hein, parce que il y a plein d'affaires qui sortent, puis que quand eux décident que là, c'est le temps pour eux de le dire, ça devient comme acceptable. Là, c'est la même chose sur McKinsey en ce moment. Là. Le McKinsey, à chaque fois qu'on parlait de ça, on avait l'air à une gang de complotistes. Complotistes. Et, ben oui, puis là, aujourd'hui, ben c'est
ces journalistes-là qui semblent être grâce à nous, puis grâce Oui. à Québec solidaire, puis grâce... Mais voyons donc, c'est des affaires que Éric Duhem parlait, que nous, on parlait depuis longtemps. Là, José Legault en parle, tu sais. C'est tout dire, là. Oui, c'est ça. Donc là, il est arrivé cette histoire-là, pour les gens qui ne l'ont pas vu, je suis content que tu l'aies vu, mais il est arrivé un genre de discussion à micro ouvert. Il y a Dumont, il y a Antoine Robitaille, tout le monde de Québécois. Et en passant, le gouvernement du Québec, en ce moment, met moins d'argent. L'argent, suite à la patente sanitaire, elle est disparue. Donc, la majorité de l'argent qui rentre dans les médias en ce moment pour payer les salaires des journalistes, c'est de l'argent du fédéral. Donc, le provincial, là, on devient un peu moins, on devient un peu plus baveux, on devient un peu plus fort, là, parce que là, maintenant, on a moins d'argent d'eux autres, donc on va les brasser un peu. Et ils ont fait un tour de table qui a duré, je n'ai pas tout écouté, là, mais ça a duré peut-être 3-4 minutes. Et tout le monde passait un après l'autre pour dire comment Il était pas bon. le premier ministre avait été pas bon et mauvais pendant la campagne électorale. Et lui, il leur a répondu, avant de partir à Puerto Vallarta, il leur a envoyé un Twitter, un message. Genre, merci, c'est le fun de faire de la politique avec du monde comme vous, quelque chose comme ça. Là. Exact, une affaire de même. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, hey, ma gang de salauds, si vous pensez vous en tirer, je vous check. C'est des menaces à peine voilées qu'on a eues là. Puis ça, c'est la. Tu sais, je veux dire, un politicien, normalement, ça se fait critiquer à tous les jours, puis ça se fait encenser à tous les jours. Donc, une critique, là, Legault, ça devrait pas le surprendre, ça devrait faire partie de sa job. Mais lui, pendant 2 ans et demi, il s'est pas fait critiquer par personne. Donc là, quand les critiques recommencent, ben là, monsieur, il prend pas, puis il se permet ce genre de petits commentaires-là. Donc, c'est représentatif de ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. Il y a eu, là, carte blanche, monsieur, pour faire tout ce qu'il voulait. Il n'y a personne qui le critiquait. Fait que là, il commence à être surpris qu'on remet en question ses capacités d'homme d'État. Là. Donc, c'est très symptomatique de cette relation-là qui a été une relation d'amant. Là. J'étais dans le même lit, là, les journalistes et les politiciens. Là. Je veux dire, je suivais un peu à distance les points de presse. Puis, tu sais, c'était du Guillaume Lepage là, pendant 2 heures, là, des questions, des questions faciles là, de softball. Là. Il n'y avait pas d'aspect critique, il n'y avait pas de volonté de oui, mais ça se pourrait-tu que vous ayez tort, puis qu'il y a d'autres façons de faire. Non, c'était pas beau. Là. C'était pas un beau spectacle pour la démocratie. Donc là, on a un trophée pour Elon Musk. Moi, regarde. J'adore, j'ai autant de plaisir à lire tous les tweets qu'il peut faire dans une journée que ce qu'on en avait quand Trump s'amusait sur Twitter il y a quelques années. Donc, pour moi, regarde, c'est une révélation extraordinaire. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai même pensé m'acheter une Tesla. À sa manière, il n'est pas toujours parfait. Hein. Des fois, il écrit des conneries, puis des fois, il n'est pas très pertinent. Là. Le monsieur n'est pas parfait. Là. Il a ses travers, il a ses défauts aussi. Mais ce qu'il a fait, à même sa fortune personnelle, les gens se moquent de lui. Là. Il a perdu 200 milliards cette année. Il s'en sac, là. Il est capable de payer son épicerie quand même. Là. Puis lui, l'achat de Twitter, c'est pas nécessairement pour faire de l'argent. Je pense qu'il a réalisé, il a compris que quelque chose qui fonctionnait pas, puis il a décidé de corriger le tir. Là. Donc, faut remercier ces personnes-là. Là. Ils méritent le titre de l'homme de l'année. Qui sont les pas bons de 2022? C'est Ginette et Yvon, les boomers québécois. C'est des gens qui ont réélu là, massivement un gouvernement qui souhaite continuer à marcher en direction du précipice. Puis pourquoi? Pour un virement Interact de 500$. Ça a essentiellement été ça. Là. Alors là, vous le voyez, là, le Québec a le pire système de santé du Canada. C'est honteux. Des gens qui passent la nuit couchés au sol avec une appendice éclatée. Un système d'éducation qui est devenu un système de propagande woke. Les petits vieux qui meurent dans leur pisse à manger de la scrap dans les CHSLD. Une province où on ne peut plus rien développer à cause des Khmers verts. Donc, c'est ces gens-là, les gens qui ont voté, les Ginette puis les Yvon de ce monde qui ont voté pour la CAQ, c'est des gens qui sont un peu égoïstes, là, tu sais, qui ont la tête enfouie où le soleil brille jamais. Là. Donc, ces gens-là ont permis à un gouvernement d'encore une fois, d'accumuler
4 années de perdu qui vont s'ajouter aux 4 années précédentes. Puis dans les livres d'histoire du Québec, dans 50 ans, là, cette période-là, là, on va l'appeler la petite noirceur legaultiste. Il y a eu la grande noirceur duplessiste. Duplessis avait quand même plus d'envergure intellectuelle que Legault. Donc, dans le cas de Legault, là, on va plutôt parler, je pense, de la petite noirceur legaultiste. Ça me rappelle une blague. J'ai fait une adaptation d'une blague soviétique que les gens ici dans la région se plaisaient à raconter pour se moquer de leurs dirigeants. Puis, donc, vous imaginez, vous avez Parizeau, Bouchard, Charest puis Legault dans un train qui s'immobilise soudainement. Fait que Parizeau, c'est le premier à parler, puis il dit « C'est la faute des immigrants si le train avance plus. » Bouchard, c'est le second à prendre la parole, puis il dit « Si le train avance plus, là, c'est parce que les employés des chemins de fer, les cheminots, là, ils travaillent pas assez, là. C'est une gang de paresseux. » Charest, il dit « Bon, ben, dis-moi. » Non, mais pas assez fort. Moi, c'est ça. Moi, Charest dit « Moi, j'ai les deux mains sur le volant, fait que ce qu'on va faire pour que le train avance, on va leur donner une petite subvention pour que les employés des chemins de fer, les cheminots, se remettent au travail en échange d'une petite ristourne qu'ils vont redonner à mon parti. » Puis lui, Legault, il dit simplement « Fermons les rideaux du train, puis imaginons-nous qu'il se remet en route pendant que je lis un roman, puis on va réouvrir les rideaux dans 4 ans. » C'est excellent. Bon, les Soviétiques, ils prenaient Staline, Lénine, Oui, c'est ça. Khrouchtchev, Brejnev. Mais je veux dire, dans le cas québécois, là, c'est ça. Là. Les 4 dernières années, ça a été de l'immobilisme. Il n'y a rien qui s'est passé. Le système de santé a empiré. Puis là, les 4 prochaines années, là, le Québec se dirige là, encore une fois dans la même direction, le même précipice. Puis ça, les dommages qui sont faits maintenant vont avoir des conséquences là, exponentielles pour les jeunes d'aujourd'hui. Là. Mais bon, c'est inévitable quand ceux qui votent pour la CAQ, pour Legault, ben, c'est un peu des pense-petits qui ont essentiellement là, juste voté pour un virement Interact de 500$. Puis là, ça donne bien, ils s'en sont fait promettre un autre là, dans une couple de semaines là, pouvant atteindre, je pense, là, jusqu'à 2000$ ou quelque chose comme ça. Là. Ils sont crampés, là. Ils sont bien contents. Monsieur Legault, là, faites un bon travail, continuez. Ça, c'est du pense-petit, c'est penser à ses petits intérêts personnels, là, sans vision d'avenir. Puis ces gens-là devraient penser à leurs enfants, leurs petits-enfants, puis leurs arrière-petits-enfants qui vont être obligés là, de verser plus de 50% en taxes et impôts pour pouvoir soutenir un système éléphantesque, l'État-providence québécois qui n'est pas soutenable. Là. Ça peut plus fonctionner comme ça avec le déclin de la démographie. Les changements auraient dû être faits depuis des années déjà. Puis, c'est ça. Les gens préfèrent voter pour l'immobilisme. On ferme les rideaux, puis on s'imagine que tout bouge, puis on rouvrira les rideaux dans 4 ans. Mais j'ai comme, sans les défendre, les boomers, je sais que les boomers, c'est pas la clientèle pour le Parti conservateur. La clientèle du Parti conservateur, c'était les X. Donc, les boomers, pour eux autres, c'était comme... D'abord, ils ne comprenaient pas trop l'histoire d'Éric Duhaime. Éric Duhaime, en plus, pour beaucoup d'hommes boomers, je ne suis pas certain que c'est le type de personne qu'ils aiment. Ils sont dans leur époque. Là, puis en plus, c'est un gars qui ne paye pas ses comptes. Hey, pas responsable, ça. Hein? Ben oui, mais il n'y avait pas grand-chose pour eux autres. Je veux dire, le Parti libéral est un parti complètement fucké. Le Parti québécois devrait être bouffé par la CAQ. My God, qu'on n'est pas choyé pareil quand on regarde ça. Non, ben, puis tu sais, concours de circonstances, hein, le Parti québécois, là, son chef ne serait pas élu si une voleuse s'était pas présentée contre lui là, pour Québec solidaire. Là. Tu sais, là, les journalistes, là, le Parti québécois est en train de renaître de ses cendres. Là. Comment le Parti québécois là, a été chanceux comme ça se peut pas, là. Parce qu'il sera en train de se chercher un chef en ce moment, là. L'UTT du vol de la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Pierre-Plamondon. Là. Puis le Parti libéral, parti à la dérive, hein. Ça se presse pas aux portes là, pour devenir chef de ce parti-là. Là. Non, sauf que je continue à dire que Éric Duhaime a une réflexion à faire et que... Parce que... Il n'est pas minuit moins 25. Là. Moi, j'ai 55 ans. Dans mon cas, pour qu'il soit capable de garder mes enfants, il est minuit moins 1. Là. Moi, mes enfants vont faire leurs affaires pour être ailleurs.
Oui, il est 1h30 moi, il est 1h30 du matin, là. J'ai absolument aucune intention, de rentrer au Québec, absolument aucune, là. C'est je Donc, il est tard, c'est ça que je veux dire. Et là, monter un parti, puis commencer à avoir la confiance des gens en ce moment. Je sais que ça se fait. Mais vous êtes un parti de droite, puis qui va être démoli par les médias de Québécois pour toute son existence. Mmh. Je pense qu'on rêve en couleur. Il faut rentrer dans un parti qui existe. Il faut récupérer. Oubliez le Parti québécois, c'est la CAQ. La CAQ, c'est le PQ 2.0. Mmh. C'est le Parti libéral qu'il faut rentrer dedans et qu'il faut commencer à ramasser. C'est notre seul moyen d'essayer de faire quelque chose rapidement puis d'être capable de battre la CAQ dans 4 ans. C'est le seul moyen. Ouais. Ben ça, c'est un autre truc à surveiller en 2023. Ça va être la professionnalisation du Parti conservateur, là. Puis ça, c'est nécessaire, là. C'est vraiment l'année où Éric Duhaime doit solidifier son leadership sur le parti. Donc, il va avoir un vote de confiance, là, je pense, là, en 2023. Donc, c'est son premier défi, là, faire taire ses opposants à l'interne, là, qui réclament sa tête, sans qui le parti, de toute façon, aurait eu 1 ou 2 des voix. Puis une fois qu'il aura réglé ça, là, le temps, ça va être pour lui de professionnaliser le parti, le préparer aux prochaines... S'il décide là, de ne pas fusionner ou faire une coopération quelconque avec le Parti libéral, donc préparer le parti aux prochaines élections, s'entourer de professionnels de la politique, des gens qui vont être capables de développer des bases solides dans les circonscriptions, parce que c'est ces organisations-là qui constituent la colonne vertébrale là, d'une victoire, de la lutte sur le terrain. Donc, c'est un travail de l'ombre, ça implique moins d'exposure médiatique. Donc, 2023, ça devrait être pour Éric Duhaime une année ingrate où il va vraiment là, se mettre là, se mettre les mains dans le chenoute, puis vraiment là, bâtir là, les véritables bases du parti qui vont lui permettre d'être plus compétitif dans 4 ans. Puis c'est aussi graduellement faire connaître des gens dans le parti qui un jour vont être appelés à devenir candidats. Donc, c'est non seulement leur donner une notoriété, mais aussi montrer qu'il y a des gens compétents aussi qui l'entourent dans ce parti-là, là. Donc, dans l'éventualité où le parti en viendrait hypothétiquement parlant, à former un gouvernement, que les électeurs soient capables de se dire, ah, ben, ce candidat-là pourrait être un bon ministre de l'Éducation, celle-là, une bonne ministre de la Santé. Ça, c'est nécessaire, là. Le parti ne doit pas être un one-man show. Éric Duhaime doit commencer à trouver des gens, faire en sorte qu'ils obtiennent, ils développent une notoriété et qu'ils soient aussi en mesure de montrer leurs compétences dans des domaines très précis qui montrera aux électeurs que c'est pas des coucous, c'est pas des complotistes, c'est des gens extrêmement compétents qui ont des idées valables à défendre, puis ils feraient pas pire que la gang à mon oncle Legault, là. Sauf que ça peut pas être le Parti conservateur du Québec, ça peut pas être un show de radio fait sur Facebook avec un animateur avec un casque d'une réceptionniste chez Bell Canada. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que c'est ça, qu'il y ait une prestance, il va falloir qu'il y ait une organisation, il va falloir que, justement, s'il ne veut pas joindre un parti déjà, bon, c'est sûr que le Parti libéral, c'est plus le Parti libéral du temps, mais il y a quand même un brand qui a marqué l'histoire du Québec. Donc, est-ce que c'est récupérable? Sinon, ben, il faut qu'il y ait une structure et une manière de se présenter qui montre au reste du monde, et incluant les fameux médias sales qui vont l'attaquer continuellement, qu'ils ont une prestance qui est plus grande que la gang un peu tout croche de Québec solidaire, la gang un peu tout croche du Parti québécois, la gang tout croche maintenant qui se sont joints à ce gang-là du Parti libéral. Donc là, tu as raison. Le gros de la job, c'est de donner une méga crédibilité. Il faut que ça devienne, il faut que ça devienne, là, quand je regarde Éric Duhaime et tous ceux qui vont nous présenter, il faut que dans ma tête, sans aucune gymnastique quelconque, je vois là-dedans des potentielles personnes qui vont gérer à la place. À date, je l'adore, Éric, c'est mon ami. Mais à date, j'ai l'impression que c'est un show de radio sur Facebook avec un gars qui se met un casque de réceptionniste de Bell Canada. Ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres options devant lui, hein? C'est un peu ça le problème aussi, là. Les médias vont toujours avoir tendance à le diaboliser. Moi, pendant la campagne électorale, je me souviendrai, j'avais dit, moi, je pense qu'il devrait boycotter les médias traditionnels parce que ça devient contre-productif. Il est incapable de véritablement faire passer son message. 100% d'accord. Donc, mais
quelles sont ces alternatives à part ces shows de radio sur Facebook? Ben, si tu le fais, faut que tu le fasses avec des décors, faut que tu le fasses avec un côté, faut que tu investisses là-dedans, faut que ça ait l'air big, faut que ça ait l'air présidentiel, faut que tu aies, regarde, il y a des gens de mode, son conjoint est quelqu'un de mode, il faut qu'il soit habillé comme s'il se levait le matin et qu'il se couchait avec des habits de chez Zara dans son lit. Il faut qu'il y ait cette prestance-là. Hey, je vous laisse aller, on s'en va vers un autre bloc sur Radio Pirate Live, parce qu'on va continuer, nous autres, à jaser avec le prof Caron de plein d'affaires, OK, dans les prochaines minutes. Vous devez devenir membre de radiopirate.com pour avoir le reste. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.